L'histoire débute près d'un manoir sombre, par une journée d'orage. Là, Akira, l'assassin silencieux, affronte un autre tueur lancé sur la même cible. Rapidement, il comprend qu'il est face à un adversaire redoutable. L'autre assassin refuse de céder sa proie et glisse la main dans sa tunique pour en sortir une arme cachée. D'un geste vif, il lance ses projectiles vers Akira, qui les esquive avec une légèreté spectrale. Sans attendre, son rival dégaine son sabre et engage le combat. Les lames s'entrechoquent, les mouvements sont rapides, précis, étouffés sous la pluie battante. D'un coup habile, Akira fait sauter le sabre de son adversaire dans les airs, mais celui-ci sort aussitôt plusieurs dagues qu'il projette à la volée. Akira les évite toutes, dans un mouvement fluide, presque irréel. Puis, soudain, un dernier projectile caché fuse vers lui. Mais avant même que l'autre n'ait compris, Akira a disparu et réapparaît dans son dos. Pris de panique, le tueur tente une nouvelle série d'attaques, mais Akira bloque chacune d'elles et force ses bras vers le bas. Son ennemi tente alors un coup de pied mortel, muni d'une lame dissimulée dans sa chaussure, mais Akira anticipe le mouvement et enfonce sa lame dans son bras. Dans le même élan, il lui brise la jambe et le plaque au sol. L'assassin vaincu comprend qu'il a perdu. Sa propre épée, retombant du ciel, s'enfonce dans son corps. Le silence retombe. Quelques instants plus tard, Akira s'introduit discrètement dans le manoir. Ses pas ne font aucun bruit. Dans la chambre, un homme dort profondément. Akira hésite une seconde, le regard figé sur sa cible, puis, lentement, lève son épée. Mais avant d'en arriver là, Akira n'était qu'un simple lycéen au Japon. Durant ses années d'école, quelques filles invitent leur amie Tsukasa à déjeuner avec elles. Il refuse poliment, prétextant du travail pour le conseil des élèves. Les filles, impressionnées, admirent son sérieux de président. Non loin de là, d'autres élèves remercient une certaine Shuri pour son aide. À une autre table, Akira lit tranquillement des romans sur son téléphone. Son camarade, un garçon au regard curieux, s'approche et lui demande s'il aime Ice Guy. Akira hausse les épaules et répond qu'il lit tout ce qui est gratuit. Le garçon s'éloigne en lui disant de lui recommander d'autres lectures gratuites s'il en trouve. Les filles voisines s'interrogent. C'est qui ce garçon avec qui il parlait? Akira, pendant qu'il déjeune, s'étonne lui-même qu'on lui ait adressé la parole. Lui, l'élève transparent, que personne ne remarque jamais. Soudain, son téléphone se met à grésiller. L'écran clignote. Une étrange obscurité se répand alors sur le plafond de la salle de classe. Sous les regards paniqués des élèves, l'ombre dessine un immense cercle magique qui s'étend jusqu'à leurs pieds. En un éclair, la lumière les engloutit. Quand ils rouvrent les yeux, ils se trouvent dans un gigantesque château. Autour d'eux, des murs de pierre, des chandeliers, des bannières royales. Un prêtre vêtu d'une longue robe s'avance lentement et, d'une voix grave, annonce. Après que le prêtre se soit écarté, les enfants aperçoivent un roi et une princesse debout devant eux, se demandant qui peuvent bien être ces personnes. Le roi s'avance alors et explique qu'il a invoqué les élèves depuis une autre planète vers son monde, appelée Morrigan. Il leur révèle qu'ils se trouvent actuellement dans l'empire de Redis, sur le continent des humains, lequel est envahi par les démons. Le roi leur annonce qu'en tant que guerriers venus d'un autre monde, ils ont le pouvoir de vaincre le seigneur démon. Les enfants, enthousiastes, se sentent prêts à commencer leur aventure sous le ciel de glace. Cependant, le prêtre précise qu'un seul d'entre eux peut être le héros légendaire et leur demande de tester leurs capacités. Un garçon pose sa main sur une sphère magique, mais découvre qu'il n'est pas le héros. Le prêtre le rassure en lui disant que, même sans ce titre, il reste un soldat puissant. Ensuite, une fille nommée Yuki apprend qu'elle est une mage de dissipation, tandis que Tomoya découvre qu'il est un chevalier et Shuri se rend compte qu'elle est une soigneuse. Le prêtre leur explique qu'ils peuvent consulter leur statut sans nécessairement toucher la sphère magique. Tous les élèves commencent alors à examiner leurs propres capacités. Nanase demande à Akira quel est son statut. Akira révèle qu'il est un assassin, mais reste perplexe face à la puissance démesurée de ses statistiques. Puis, Tsukasa s'avance et pose sa main sur la sphère, révélant qu'il possède la classe du héros. Tandis que le prêtre loue les statistiques incroyables de Tsukasa, tous les élèves acclament leur beau président. Cependant, Akira se demande comment Tsukasa a pu devenir le héros avec des statistiques aussi faibles, alors que les siennes sont bien supérieures. Lorsque Nanase lui demande de montrer sa propre classe, Akira garde le silence,
se demandant s'il peut vraiment faire confiance à ce roi douteux et à son histoire de démon. Décidant de garder secrète sa classe surpuissante, il utilise un sort de dissimulation pour effacer sa présence. À ce moment-là, Nanase croit qu'il a disparu et s'en va, tandis qu'Asaina teste à son tour sa classe. Une fois les tests terminés, le prêtre annonce qu'il préparera un équipement spécial pour chacun d'eux et leur demande de se reposer dans leurs chambres respectives. Soulagé de ne pas avoir été découvert, Akira suit les autres élèves tout en restant invisible. En apercevant une caméra dans un couloir, il comprend que le roi surveille les étudiants et se félicite de ne pas lui avoir fait confiance. Mais il ne remarque pas qu'un chevalier l'observe discrètement de derrière. Plus tard dans la nuit, Akira trouve une salle de stockage abandonnée et décide de s'y reposer. Après s'être installé, Akira décide d'explorer le bâtiment à la recherche d'informations. En observant les paysages étrangers de la ville, il réalise avec étonnement qu'il se trouve bel et bien dans un autre monde. Il saute d'une tour à l'autre avec une agilité inhumaine, stupéfait par ses capacités surhumaines. Soudain, il entend des voix provenant d'une pièce et dissimule sa présence pour espionner. De là, il surprend la princesse qui dit au roi que les étudiants ne sont que des enfants ignorants dotés de classes spéciales. Confiant, le roi lui ordonne alors de commencer la mise en œuvre de son plan et elle quitte la salle. Posté derrière le roi, Akira se demande à quoi il joue et songe qu'il pourrait facilement mettre fin à sa vie. Le roi ressent un malaise, comme s'il était observé, mais lorsqu'il se retourne, il ne voit personne et reprend son travail. Le lendemain, Akira prend son déjeuner tout en restant dissimulé. Il se demande s'il doit avertir les autres élèves des véritables intentions du roi, mais réalise qu'il ne le croirait pas. À une table voisine, Tsukasa se lève et déclare que le roi leur a rendu un grand service en les invoquant dans ce monde avec de puissantes capacités. Selon lui, ils doivent tous s'unir et remercier le roi en éliminant les démons. Les étudiants, pleins d'admiration, acceptent de suivre leur héros sans hésiter. Akira comprend alors qu'ils sont tombés dans le piège du roi et de son histoire mensongère. Après le déjeuner, le commandant des chevaliers, nommé Saran, réunit tous les héros à l'extérieur pour un entraînement. Tandis que Saran se vante de son titre de dernier rempart du royaume, son partenaire Giles lui rappelle d'agir avec humilité. Saran informe ensuite les élèves qu'ils suivront un entraînement spécial d'1 mois avant d'affronter des monstres dans un labyrinthe. Conscient de leur manque d'expérience au combat, il les rassure en affirmant qu'il leur apprendra les bases lui-même. Alors que les étudiants s'enthousiasment pour leur entraînement, Akira, lui, reste tapi dans l'ombre, observant attentivement Saran et ses intentions. Lorsqu'il quitte les lieux pour rassembler davantage d'informations, Saran confie les élèves à Giles et s'éloigne. Akira s'approche d'une fontaine, mais une voix l'interpelle. C'est Saran. Surpris, Akira se demande alors si sa compétence de dissimulation aurait une limite de temps. Cependant, Saran le rassure en lui expliquant que son sort de dissimulation fonctionne toujours, mais qu'il ne peut pas le cacher à lui. Saran révèle qu'il possède des yeux mystiques, lui conférant une vision thermique, capable de détecter la chaleur corporelle des gens. Sur ses gardes, Akira s'apprête à saisir son couteau, mais Saran l'arrête, lui disant qu'il ne compte pas révéler sa présence à quiconque, même s'il est du côté du roi. Akira hésite à lui faire confiance, mais le capitaine des chevaliers lui assure qu'il a ses propres raisons d'agir ainsi. Il lui demande ensuite de garder leur rencontre secrète vis-à-vis du roi, et Akira finit par accepter de lui faire confiance. Une fois assis pour discuter, Akira confie à Saran qu'il souhaite lire les archives du roi pour en apprendre davantage sur ce monde. Saran lui demande alors quel est le niveau de sa compétence de dissimulation, et Akira admet qu'elle est au maximum. En revanche, toutes ses autres compétences sont au niveau 1, et il ignore comment les faire progresser. Surpris, Saran esquisse un sourire et lui propose de lui enseigner lui-même, ajoutant que les archives ne contiennent rien de véritablement utile. Akira, ravi à l'idée de devenir plus fort et d'explorer ce nouveau monde, avoue qu'il souhaite tout de même retourner un jour auprès de sa famille. Saran comprend et lui répond qu'il doit d'abord s'entraîner pour survivre avant de pouvoir espérer rentrer chez lui. Gêné de recevoir son aide gratuitement, Akira veut lui rendre l'appareil, mais le chevalier lui dit qu'il peut le remercier en lui racontant des histoires de sa planète d'origine. Le charmant chevalier lui tend alors la main. Akira sourit, la serre avec respect et se présente officiellement. Quand ils commencent leur entraînement, Akira apprend qu'en plus des humains et des démons, ce monde abrite aussi des elfes et des hommes bêtes.
Pendant que Saran le soumet à un entraînement physique rigoureux, il lui explique que le niveau de classe ne peut augmenter qu'en vainquant des monstres, tandis que les compétences peuvent progresser grâce à un entraînement constant. Jour après jour, les deux continuaient à s'exercer ensemble. Saran, fasciné, écoute Akira lui décrire la Terre et ses avancées technologiques. Akira, repensant à tout ce qu'il trouvait banal dans son ancien monde, réalise à quel point cette normalité lui manque désormais. Quelque temps plus tard, Saran se trouve dans une salle avec Jill, qui s'étonne du temps qu'il consacre à Akira. Saran répond que les récits d'Akira sont bien trop captivants pour s'en lasser, et Giles partage lui aussi cette fascination. Alors que Saran révèle qu'Akira est le véritable héros doté d'une compétence de dissimulation au niveau maximal, Giles se montre stupéfait, car seul le tout premier héros de leur monde avait atteint un tel niveau. Peu après, lorsque Akira s'approche de la salle, Giles s'éclipse pour laisser à Saran un moment d'intimité avec lui. Akira tend alors à Saran un livre provenant des archives du roi, affirmant qu'il contient des informations inquiétantes. Saran acquiesce, confirmant que l'ouvrage renferme ses propres plans pour renverser le roi, plans qu'il savait qu'Akira finirait par découvrir. Il explique qu'il a lui-même écrit ce livre en le déguisant sous l'apparence d'un simple livre de cuisine. Saran révèle ensuite que le roi est un homme corrompu, obsédé par le pouvoir et prêt à dominer le monde pour servir ses intérêts, se souvenant du programme qu'il avait instauré. Akira reste pensif, absorbé par ces paroles. Saran poursuit en disant que les chevaliers royaux eux-mêmes nourrissent des griefs contre le roi. Akira en déduit qu'ils cherchent à le renverser sans recourir à la violence excessive. Impressionné par sa clairvoyance, Saran hoche la tête, tandis qu'Akira admet qu'en tant qu'assassin, il pourrait éliminer le roi sans laisser de traces. Il confie qu'il est déjà entré dans le bureau du roi dès son premier jour, mais qu'il n'a pas trouvé la force de le tuer. Saran approuve, soulignant que posséder une classe d'assassin ne signifie pas qu'il doit s'obliger à ôter la vie. Akira ajoute qu'il ne supporterait pas l'idée que sa famille découvre qu'il est devenu un meurtrier. Saran, partageant son point de vue, remarque toutefois qu'il a choisi de lui accorder une grande confiance. Intrigué, Akira lui demande pourquoi. Saran lui explique qu'il voit en lui un jeune homme sage et prometteur, le même qui, dès le début, a refusé de prendre les paroles du roi pour argent comptant. Pour lui, cela prouve qu'Akira est quelqu'un capable de réfléchir par lui-même et de ne pas se laisser duper. Devenu silencieux, Akira confie d'une voix basse qu'il n'a jamais reçu beaucoup d'attention durant son enfance. Saran, surpris, l'écoute tandis qu'Akira lui avoue qu'il est le seul à l'avoir autant complimenté. Saran sourit alors et lui demande, en guise de remerciement, de l'aider à renverser le roi de manière pacifique. Akira lui répond qu'il y réfléchira, puis quitte la pièce. Après un mois complet d'entraînement, Saran annonce à tous les étudiants qu'il s'apprête à explorer le grand labyrinthe de Kantenen. Alors qu'une foule se rassemble pour saluer les guerriers avant leur départ, Akira est surpris de voir à quel point ils attirent l'attention. Il remarque une jeune fille qui les observe de loin et s'approche pour lui demander ce qu'elle fait là. La fille, furieuse, lui répond que son peuple a fait d'immenses sacrifices pour invoquer les héros. Akira, déconcerté, lui dit qu'il ignore tout de cette histoire. Elle lui rétorque alors qu'ils se reverront lorsqu'il aura compris. Peu après, les héros pénètrent dans le labyrinthe, où ils affrontent une horde de monstres. L'un des élèves déclenche un piège, ce qui attire d'énormes ogres. Akira réagit aussitôt et en abat un d'un coup précis. Il demande à Saran s'ils doivent battre en retraite, et celui-ci approuve. Pour dégager la voie à ses élèves, Saran invoque un sort d'épée divine, anéantissant tous les monstres qui leur bloquent le passage. Mais à leur sortie du portail, ils découvrent encore plus de créatures les attendant dehors. Tsukasa se souvient alors d'une bombe fumigène que la princesse lui avait donnée en cas d'urgence et décide de l'utiliser. L'explosion élimine les petits monstres, mais de la fumée émerge une créature bien plus redoutable, un minotaure géant. Lorsque Giles arrive sur place avec les autres, il reste bouche bée en voyant un monstre aussi puissant à un niveau si bas. Akira fonce à l'attaque, esquivant les coups du minotaure avant de grimper sur son dos. Il tente de le frapper, mais la peau épaisse de la bête réduit sa lame en miettes. Sous le choc, Akira esquive un autre coup et se replie près de Tsukasa, épuisé et incapable de continuer le combat. Honteux de son impuissance, Tsukasa s'excuse, mais Akira lui rappelle qu'il doit apprendre à compter sur les autres aussi.
Il lui explique que les autres étudiants ont été entraînés pour se battre eux aussi. Cependant, Tsukasa panique, se persuadant qu'il est un héros raté. Intrigué par son comportement étrange, Akira demande à une mage de dissipation d'intervenir. La jeune fille s'avance et lance un sort, dissipant une malédiction démoniaque qui plongeait Tsukasa dans la panique. Une fois Tsukasa guéri, Akira se place aux côtés de Saran et lui demande s'il peut utiliser une certaine technique. Saran acquiesce et libère un éclair foudroyant, frappant et paralysant le Minotaure sous les yeux médusés des étudiants. Profitant de cette ouverture, Akira se déplace silencieusement derrière le Minotaure et se prépare à utiliser sa technique ultime de mage de l'ombre. Des tentacules sombres commencent à émerger des ombres avant de transpercer le Minotaure là où il se tient. Une fois qu'il est immobilisé, Oda Akira commence à l'attirer dans les ténèbres jusqu'à ce que tout son corps soit dévoré, ne laissant derrière lui que sa tête. Cependant, bien qu'il ait réussi à tuer le Minotaure, il ne maîtrise pas encore complètement ses pouvoirs d'ombre et il lutte pour les empêcher de devenir incontrôlables. Heureusement, Saran vient à son aide pour l'aider à garder son calme jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à retirer les tentacules. Lorsque la bataille est terminée, tout le monde retourne au château et Saran félicite Oda Akira pour la réussite de sa mission. C'est grâce à lui que tout le monde a pu rentrer sain et sauf. Mais bien que sa compétence d'ombre soit incroyablement puissante, elle lui demande aussi une quantité d'énergie considérable. Saran conseille donc à Oda d'éviter de l'utiliser, sauf en cas d'absolue nécessité. Il dit à Oda qu'il a un cadeau pour lui, puis lui remet un katana. Il explique que la lame fut forgée par le tout premier héros invoqué il y a plusieurs siècles. Oda lui en est reconnaissant, mais il se demande pourquoi Saran la lui offre à lui plutôt qu'à Tsukasa, le héros actuel. Saran explique que Tsukasa a déjà reçu une épée sacrée à utiliser au combat. De plus, le roi remarquerait immédiatement qu'il y a un problème s'il voyait Tsukasa manier le katana, puisque Saran l'a plus ou moins volé dans l'armurerie royale. Oda comprend, alors il accepte le katana, trouvant cool de pouvoir manier la même épée que l'ancien héros. Mais, en parlant de héros, il se rappelle que la situation avec Tsukasa ne s'est pas vraiment améliorée. Ils ont réussi à découvrir qu'il était maudit, et bien que certains symptômes aient été atténués grâce au sort de désenvoûtement, la malédiction elle-même persistait. Oda compte bien découvrir pourquoi. Plus tard dans la nuit, Oda se faufile dans la chambre de la princesse et la trouve en train de renforcer la malédiction de Tsukasa à l'aide d'un cristal magique, le transformant peu à peu en pantin. Mais avant qu'elle ne puisse achever ses incantations, Oda agit et tranche le cristal en deux. Cela devrait suffire à lever la malédiction pour le moment, mais il a encore quelques questions à lui poser. Il pointe alors son épée sur sa gorge et exige de savoir pourquoi elle fait cela. La princesse déclare froidement que tout ce qu'elle fait est pour le bien du roi. Il lui demande pourquoi elle obéit à ses ordres, mais en l'observant de plus près, il remarque qu'il n'y a pas la moindre étincelle de pensée personnelle derrière son regard. Il est évident qu'elle est elle-même sous contrôle, et il ne serait pas juste de la tuer si elle n'agit pas de son plein gré. Oda décide donc de partir. Cependant, il aurait sans doute dû la neutraliser, car à peine est-il parti qu'elle se rend dans son armoire remplie de cristaux maudits, un pour chacun de ses camarades de classe, et commence à les utiliser à la place. Un peu plus tard, Oda apporte les cristaux à Saran et lui demande s'il en sait quelque chose. Saran a déjà vu ces cristaux auparavant, et il murmure pour lui-même qu'il n'arrive pas à croire que le roi n'ait toujours pas abandonné cette idée. Cela mis à part, il demande à Oda s'il s'est montré devant la princesse lorsqu'il a détruit le cristal. Oda admet que oui, mais seulement parce qu'il voulait comprendre ce qu'elle pensait et pourquoi elle faisait tout cela. Saran lui explique qu'à présent, la princesse n'est rien de plus qu'une marionnette du roi. Mais Oda en a déjà assez fait pour aujourd'hui, alors Saran lui dit qu'il devrait aller dormir. Il lui conseille également de ne plus se reposer dans l'enceinte du château. La princesse va sûrement tenter de maudire tous les autres, à part Tsukasa, mais elle ne sait pas qui est Oda, donc elle n'a aucun contrôle sur lui. Elle ignore peut-être son identité exacte, mais maintenant qu'elle sait qu'un assassin se cache dans le château, Saran est certain que les gardes vont passer la nuit à fouiller chaque recoin, ce qui signifie qu'Oda ne pourra plus se dissimuler dans les placards de stockage. Oda s'excuse de s'être révélé sans réfléchir aux conséquences, mais Saran lui dit qu'il n'a pas besoin de s'excuser. Faire des erreurs fait naturellement partie de la jeunesse,
et c'est le rôle de Saran, en tant qu'adulte, de l'aider à en gérer les conséquences. Oda lui dit qu'il est reconnaissant d'avoir quelqu'un comme lui pour veiller sur lui, et Saran répond que, s'il veut vraiment lui témoigner sa gratitude, alors Oda devrait l'emmener avec lui lorsqu'il trouvera enfin un moyen de retourner au Japon. Cette nuit-là, Oda passe la nuit perché dans un arbre, mais il est réveillé à l'aube par un grand vacarme venant du château. Il se demande ce qui peut bien se passer aussitôt le matin, alors il décide d'aller voir. Il trouve quelques gardes et ses camarades rassemblés, et dès que Tsukasa le voit approcher, il pousse un soupir de soulagement, heureux de le revoir. Oda est content de constater que la malédiction de Tsukasa a été levée, mais celui-ci semble paniqué et lui demande où il était passé. Oda explique qu'il faisait simplement une sieste et demande ce qui se passe. Il s'attendait à quelque chose de banal, mais à son horreur, il découvre le commandant Saran étendu sur le sol, un poignard planté dans la poitrine. Oda s'effondre, bouleversé, et demande qui aurait pu faire une chose pareille. Mais soudain, tous ses camarades se retournent contre lui, l'accusant d'être le meurtrier. Le poignard dans la poitrine de Saran est le même que celui qu'ils avaient vu Oda utiliser la veille. Cela constituerait une preuve accablante contre lui, sauf qu'ils l'ont littéralement vu se briser contre le Minotaure dans le donjon. Ce poignard ne pouvait donc pas être. Même ainsi, ses camarades affirment tous qu'il est beaucoup trop suspect, puisqu'il disparaît et réapparaît quand bon lui semble. Oda comprend alors que la princesse a bel et bien réussi à maudire tous ses camarades, ce qui explique leur comportement. Le seul qui reste normal est Tsukasa. Ce dernier prend la défense d'Oda, estimant qu'il est injuste de l'accuser de meurtre sans aucune preuve. Mais soudain, le roi fait son apparition et annonce qu'Oda est accusé de trahison pour l'assassinat du commandant Saran. Il ordonne aussitôt aux gardes de l'exécuter sur le champ. Oda aperçoit un sourire fugace sur le visage de la princesse et à cet instant, il comprend qu'il vient d'être piégé. Aucune explication ne suffira à le tirer de ce guêpier. Alors que les gardes s'apprêtent à le transpercer, il active sa compétence de dissimulation et disparaît aussitôt. Le roi ordonne à ses hommes de se disperser et de fouiller chaque recoin pour le retrouver. Pendant ce temps, Oda s'approche discrètement de Jill, sachant qu'il peut lui faire confiance. Une fois qu'il a attiré son attention, Jill l'informe que les véritables responsables de la mort de Saran sont les assassins personnels du roi. Ces derniers vont maintenant s'en prendre à Oda, qui va devoir fuir pour survivre. Jill lui explique que Saran avait anticipé qu'une telle situation pourrait se produire et qu'il avait préparé à l'avance un sac de provisions destiné à Oda. Oda le remercie pour ces informations et, après avoir rassemblé les vivres, il quitte le royaume. Cette nuit-là, le roi et la princesse se réunissent pour discuter de l'avancement de leur plan. Le roi se dit sincèrement surpris de voir à quel point il a été facile d'éliminer Saran, mais il se félicite que les assassins aient pu s'en charger rapidement. La princesse, de son côté, a terminé d'appliquer les malédictions sur tous les étudiants, à l'exception de Tsukasa. Il ne leur reste plus qu'à trouver un prétexte pour déclencher une guerre contre la nation de l'Est. Le roi affirme que les étudiants seront des pions utiles dans ce conflit. Et quant à celui qui a réussi à s'enfuir, il est persuadé qu'un gamin comme lui ne pourra pas survivre bien longtemps seul dans la nature. Par précaution, il ordonne toutefois à la princesse d'envoyer les assassins du corbeau nocturne à sa poursuite. Pendant ce temps, Oda vient d'arriver au donjon, car Saran lui avait déjà dit que c'était le meilleur endroit pour se cacher lorsqu'on est en fuite. Presque personne n'aurait l'idée de fouiller un donjon pour retrouver un fugitif, donc l'endroit devrait être sûr. Cependant, l'eau et la nourriture y sont limitées, alors Oda doit rester prudent. Même avec sa compétence de dissimulation, il reste de nombreux monstres capables de le repérer grâce à leur odorat ou à leur ouïe développée. Mais à mesure que la classe d'assassin d'Oda progresse, il pourra finir par masquer son odeur, le bruit de ses pas et même il y a des boss tous les 10 niveaux. Et une fois qu'on entre dans une salle de boss, il est impossible d'en sortir tant que le monstre n'a pas été vaincu. Y aller seul est un pari risqué, mais Oda n'a pas vraiment le choix s'il veut progresser davantage. Dès qu'il met un pied à l'intérieur, il se retrouve face à une chimère. Il parvient d'abord à esquiver ses attaques, mais il est pris au dépourvu lorsque la queue serpent de la créature se met à cracher du venin, le touchant à la jambe. Affaibli par la blessure, il ne peut plus se déplacer aussi vite qu'avant. La chimère en profite pour lui transpercer le dos de ses griffes. Mais alors qu'elle s'apprête à l'achever, Oda décide de jouer sa carte maîtresse.
Il invoque la magie des ombres et anéantit complètement la chimère. Il a réussi à vaincre le premier boss du donjon, mais les blessures qu'il a subies, combinées à l'épuisement provoqué par l'utilisation de son pouvoir d'ombre, le laissent dans un état critique. Sentant que la vie de son maître est en danger, la magie des ombres change automatiquement de mode pendant qu'Oda est inconscient, passant de l'attaque à la régénération, et commence à soigner ses blessures. Pendant ce temps, au château, Tsukasa vient de demander à tout le monde de quitter le château avec lui. Ses camarades lui demandent s'il est en train de dire qu'il veut aller affronter le roi démon dès maintenant, et, trouvant l'excuse convenable, Tsukasa décide de s'en tenir à cela. Mais tous lui disent de se taire et de s'asseoir, car ils n'ont pas l'intention d'aller nulle part. Il réalise alors que leur comportement doit être un effet de la malédiction dont Saran lui avait parlé avant sa mort. Et si c'est vrai que tous ses camarades sont sous contrôle mental, alors il devra partir seul. Cependant, à sa grande surprise, quelques-uns de ses camarades acceptent tout de même de le suivre. Quelques heures plus tard, ils se tiennent ensemble aux abords de la ville. Ils sont étonnés d'avoir réussi à sortir aussi facilement, mais cela s'explique. Leur excuse était qu'ils partaient combattre le roi démon, et le roi n'aurait eu aucune raison de les en empêcher. Cela mis à part, Tsukasa se demande pourquoi les autres ont choisi de le rejoindre alors que tout le monde refusait catégoriquement de le faire. Yuki lui répond qu'elle pense qu'aucun d'entre eux n'est actuellement sous l'emprise de la malédiction de la princesse. Asakina ajoute qu'il pense que ses propres actions ont peut-être contribué à briser la malédiction, car, même s'il ne sait pas vraiment pourquoi, il a des souvenirs flous de lui-même entrant dans la chambre de la princesse et brisant plusieurs cristaux. On découvre plus tard que c'était en réalité Jill le véritable responsable, car il avait utilisé sa compétence de manipulation pour prendre le contrôle du corps d'Asakina, et ainsi, et même s'il n'a réussi à libérer que quelques-uns des étudiants, il est heureux d'avoir pu accomplir le dernier souhait de Saran. Alors que le groupe quitte le royaume, Kyusuke pense en lui-même qu'il doit trouver un moyen de renouer avec Oda. Il regrette de ne pas avoir essayé de le retrouver alors qu'il se cachait encore dans le château, et malgré le fait qu'il ait été maudit, il se sent terrible de ne pas avoir défendu son ami. La plupart des gens de la classe ne parlaient jamais beaucoup à Oda, mais un jour, alors qu'il rentrait de l'école, Kyusuke est tombé sur Oda pendant qu'il travaillait sur un chantier. C'était la première fois qu'ils se rencontraient en dehors de l'école, et Oda lui avait demandé de garder son emploi secret, car il ne voulait pas que sa petite sœur le découvre. Kyusuke avait promis de garder le secret, car il savait ce que c'était que de s'occuper d'une petite sœur. Et il se trouve que leurs deux sœurs étaient meilleures amies, ce qui leur avait permis de rire de cette coïncidence. Pendant ce temps, dans le donjon, Oda venait de reprendre conscience. Pour une raison quelconque, il se souvient avoir rêvé du jour où il avait rencontré Kyusuke. Il espère vraiment que Kyusuke va bien, et il s'inquiète tout autant pour sa mère et sa sœur restées au Japon. Mais une fois qu'il a fini de se faire du souci, il réalise soudain qu'il n'éprouve pas de douleur intense malgré les griffures reçues dans le dos par la chimère. Il appelle son écran de statut et d'après ce qu'il voit, ses statistiques ont beaucoup augmenté après avoir vaincu la chimère, mais cela n'explique pas pourquoi ses points de vie sont presque au maximum malgré tous les dégâts subis lors du combat. Il remarque également que sa compétence de magie des ombres est désormais niveau 3. Il ne comprend pas comment elle a pu progresser autant alors qu'il ne l'a utilisée qu'une seule fois, mais il n'a pas le temps d'y réfléchir. Il décide donc de continuer à avancer. Plus loin dans le donjon, il tombe sur un gigantesque slime. En l'ouvrant, il découvre une jolie elfe à l'intérieur. Il pense que c'est l'occasion parfaite pour tester l'une des nouvelles compétences obtenues en montant de niveau, l'Ail du monde. Il active la compétence et, d'un coup, toutes les informations sur la vie de la jeune fille affluent dans l'esprit d'Oda. Mais c'est beaucoup trop pour lui. Il annule donc la compétence à mi-chemin. La jeune fille n'a presque plus que 2% de ses points de vie, alors Oda la porte jusqu'au 69e étage et la pose près d'un bassin d'eau pour qu'elle puisse se reposer. Plus tard, elle se réveille et Oda lui tend un peu d'eau à boire pour la remettre sur pied. Il dit à Amelia qu'elle devrait dormir encore un peu pour récupérer correctement, mais elle répond qu'elle a trop faim pour dormir. Alors il lui prépare un bol de porridge. La jeune fille est reconnaissante pour le repas et commence à manger immédiatement. Une fois qu'elle a fini, elle demande à Oda comment elle est arrivée ici, car elle se souvient d'être plus bas dans le donjon. Il lui explique que c'était le point d'eau le plus proche, alors il l'a portée jusqu'ici.
Elle est surprise qu'il se soit donné tant de mal pour s'occuper d'elle alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés auparavant, car c'est la chose la plus gentille que quelqu'un ait jamais faite pour elle. Quelques heures plus tard, Amelia est revenue à pleine forme et, ensemble, ils atteignent le 80e étage. Mais Oda se demande pourquoi elle le suit, pensant qu'elle voudrait remonter à la surface le plus rapidement possible. Amelia lui explique qu'elle est descendue dans le donjon pour le nettoyer, tout comme lui, et qu'elle ne repartira pas avant d'avoir accompli son objectif. Tous deux pénètrent dans la salle du boss de l'étage et, à peine ont-ils mis le pied à l'intérieur, qu'un dragon les attaque. Ils esquivent tous deux, et Amelia utilise la magie de gravité pour alourdir le dragon, tandis qu'Oda se prépare à porter le coup final. Cependant, le dragon parvient d'une manière ou d'une autre à le localiser et le frappe, le projetant hors de l'air. Amelia lui dit que le dragon doit probablement traquer la signature de son mana et qu'il devrait la diffuser dans l'environnement. Mais Oda ne sait pas comment faire. Alors il choisit la solution suivante. Utiliser du mana pur pour lancer une attaque contre le dragon avant de le transpercer à travers les yeux pour le tuer. Le dragon s'effondre au sol, vaincu, mais Amelia est confuse face à ce qu'Oda vient de faire. Il lui explique qu'il ne savait pas comment diffuser son mana dans l'environnement, alors il a simplement utilisé le mana ambiant pour attaquer à la place. Amelia est stupéfaite d'apprendre qu'il est capable d'une telle chose, mais avant qu'elle puisse demander plus d'explications, le quartz du dragon commence soudain à briller. Le dragon se transforma soudain en un gigantesque chat bleu, laissant Akira et Emilia totalement perplexes. Aucun des deux ne comprenait comment une telle chose pouvait être possible. Usant de sa compétence Aile du monde, Emilia découvrit que le chat était en réalité un métamorphe. Voilà donc comment il avait pu prendre la forme d'un dragon. Tout s'éclairait à présent. Un véritable dragon aurait été bien plus résistant que cette créature. Akira, impressionné par la facilité avec laquelle Emilia utilisait son île du monde, lui demanda pourquoi elle ne semblait pas en souffrir, contrairement à lui. Il se rappela alors la terrible douleur qu'il avait ressentie la dernière fois qu'il avait essayé d'employer cette compétence. Son cerveau avait failli se fendre en deux. Il en conclut que son niveau était trop faible pour la maîtriser correctement. Mais Emilia n'était pas du même avis. Selon elle, Akira rejetait inconsciemment le pouvoir, ce qui expliquait ses difficultés. À cet instant, le chat noir rouvrit les yeux et se mit à parler. Il semblait déçu d'avoir été vaincu par un humain et une elfe, surtout alors qu'il s'était transformé en dragon, juste pour s'amuser. Akira resta bouche bée en entendant la créature parler. Le chat, vexé par sa réaction, lui lança de ne pas le confondre avec les simples monstres de bas niveau mus uniquement par l'instinct. Il se décrivait comme un être d'une intelligence supérieure, créé par le seigneur démon lui-même. Akira répliqua que cela ne changeait rien, car après son dernier coup, le chat n'était plus en état de se battre. Le chat noir déclara qu'il se fichait de mourir, mais qu'il avait un message à lui transmettre avant de rendre son dernier souffle. Il se redressa, libérant une aura menaçante, et dit qu'Akira était attendu par le seigneur démon dans son château, situé au plus profond du continent démoniaque de Volcano. Cette révélation éveilla la méfiance d'Akira. Il demanda comment le seigneur démon pouvait connaître son existence et pourquoi il voulait le voir. Le chat répondit simplement que le seigneur démon était un être bien au-delà de sa compréhension et qu'il ne pouvait rien lui dire de plus. Puis il s'allongea, l'air résigné, et lui demanda de l'achever. Akira refusa. Le chat se mit alors à rire doucement et lui dit d'arrêter de jouer les héros, car les humains considéraient tous les démons et les monstres comme des ennemis. Il trouvait donc logique qu'il le tue sans hésitation. Mais Akira secoua la tête. Pour lui, le véritable ennemi n'était pas les démons, c'était le roi. Il refusa de croire à cette idée que les démons étaient les ennemis naturels des humains. Emilia, plus pragmatique, lui rappela que la porte de la salle du boss ne s'ouvrirait que lorsque le boss serait mort, ou lorsqu'ils le seraient eux-mêmes. Le chat noir approuva calmement « Tu comptes mourir de faim ici, humain ?» Puis il demanda à Akira pourquoi il refusait tant de le tuer. La réponse du jeune homme fut à la fois simple et surprenante. « Parce que je suis quelqu'un qui aime les chats, » dit-il. « Et contrairement aux autres monstres, toi, tu peux me parler. » Akira était convaincu qu'il devait bien exister une faille, un moyen de quitter la salle du boss sans avoir à tuer le chat noir. Emilia se souvint alors qu'il y avait effectivement une autre solution. Elle expliqua qu'Akira pouvait conclure un pacte avec le chat noir. En l'acceptant comme familier, celui-ci ne serait plus reconnu comme un monstre de boss
et la porte s'ouvrirait d'elle-même. Le chat éclata de rire à cette idée. Selon lui, seul un mage expérimenté, capable de contrôler parfaitement son mana, pouvait accomplir un tel rituel. Et Akira n'en avait clairement pas les capacités. Mais Emilia n'était pas d'accord. Elle affirma qu'Akira avait déjà dépassé la limite requise pour exécuter le rituel. Elle rappela au chat que, plus tôt, Akira avait réussi à détacher son mana de son propre corps pour le tromper, un exploit que seul le tout premier héros avait accompli autrefois. Convaincue qu'Akira en était capable, Emilia avoua néanmoins ne pas savoir s'il réussirait. Akira demanda ce qu'il adviendrait en cas d'échec. Le chat noir répondit d'une voix calme qu'alors l'un d'eux mourrait, voire les deux, dans le pire des cas. Sans hésiter, Akira accepta ce risque. Le chat, incrédule, ne comprenait pas pourquoi il tenait tant à le sauver. Il lui dit d'y aller s'il le voulait, car mourir ou vivre n'avait plus aucune importance pour lui. Akira se fâcha devant une telle indifférence, mais le chat répliqua froidement que vivre plus longtemps ne lui apporterait aucune joie. Akira décida qu'il tenterait plus tard de lui faire entendre raison. Il se tourna vers Emilia pour lui demander la marche à suivre. Elle lui expliqua que la première étape consistait à donner un nouveau nom au chat. Akira le baptisa Night à cause de sa magnifique fourrure noire qui lui rappelait le ciel nocturne. Le chat ne réagit pas à ce nom. Akira passa alors à l'étape suivante, verser son mana dans la patte du félin. Emilia l'avertit que, dès qu'il commencerait, il n'y aurait plus de retour possible. S'il échouait à dominer le chat, il y laisserait la vie. Mais Akira resta confiant. Lorsqu'il commença à insuffler son mana dans la patte de Night, une onde d'une puissance terrifiante l'envahit. Il sentit qu'il se noyait dans cette énergie colossale. Puis soudain, il se retrouva projeté dans une ville en flammes. Le spectacle le glaça d'horreur. Partout, des cris, des bâtiments en feu, et au centre du chaos, Night, déchaîné, massacrant quiconque tentait de fuir. Akira se précipita pour l'arrêter, mais le chat lui lança une vague de mana noire qui le frappa de plein fouet, le blessant grièvement. Lorsqu'il se releva, tremblant, Night se tourna vers lui et lui cria d'une voix grave « Arrête d'hésiter. Tue-moi. C'est la seule façon pour toi de sortir vivant d'ici. » Akira ne parvenait toujours pas à se résoudre à attaquer le chat. Alors, Night reprit l'offensive, ses griffes fendant l'air et lacérant Akira de plein fouet. Les blessures qu'il subissait dans le monde onirique se mirent à affecter son corps réel. Sous la douleur, il finit par se décider à riposter. Il lança sa dague droit sur Night, mais le chat noir la dévia d'un mouvement rapide, avant de concentrer son énergie sombre pour en finir d'un seul coup. Au lieu d'esquiver, Akira fonça vers lui, et, contre toute attente, il se laissa transpercer par ses griffes. Night resta stupéfait. « Qu'est-ce que tu fais, idiot ?» cria-t-il, les yeux écarquillés. Akira répondit d'une voix haletante qu'il ne voulait pas le tuer. Et qu'il savait, au fond, que Night ne voulait tuer personne non plus. Le chat gronda, les yeux brûlants. « Je suis un monstre! Même si j'ai une conscience, mon instinct me pousse à éliminer tout ce qui se trouve sur mon chemin. » Mais Akira secoua la tête. Il savait que Night en avait assez de cette vie de carnage. Il attrapa doucement ses griffes ensanglantées et lui murmura « Tu n'as plus besoin de te battre seul contre cet instinct. Je serai là, je veillerai sur toi pour que tu n'aies plus jamais à faire ça. » À ces mots, le monde du rêve commença à se dissoudre lentement. Night sentit son cœur se détendre, sa rage s'apaiser. Son corps rapetissa jusqu'à reprendre la taille d'un chat ordinaire, et il se blottit dans les bras d'Akira, trouvant enfin la paix. Le soleil se leva sur le monde onirique, reflétant la sérénité retrouvée du félin dans les bras de son nouveau maître. Puis, tout disparut. Akira rouvrit les yeux dans le monde réel. En voyant Night endormi à ses côtés, il toucha doucement sa fourrure pour vérifier si le rituel avait fonctionné. Une marque dorée apparut sur le dos de sa main, tandis que celle, rouge, sur le front du chat, devint elle aussi dorée. Emilia expliqua avec un sourire que c'était le signe de la réussite du pacte. Désormais, l'âme d'Akira et celle du chat étaient liées. Night se réveilla à son tour et, d'une voix calme, déclara qu'il était curieux de voir jusqu'où Akira irait. Il l'accepta comme son maître et jura de lui consacrer sa vie. Emilia se présenta poliment et Night, inclinant la tête, lui répondit qu'en tant que compagne de son maître, elle avait aussi tout son respect. À ce moment, un grand cercle magique apparut sur le sol, la preuve que le boss avait été vaincu. Mais Akira, pensif, restait silencieux.
Il avoua qu'il aimerait déjà passer à l'étage suivant, mais Knight était encore blessé. Le chat lui dit que la porte resterait ouverte tant qu'il ne l'utiliserait pas et qu'il n'y avait donc aucune raison de se presser. Il préférait profiter de ce répit pour se remettre de ses blessures. Emilia proposa alors qu'ils mettent ce temps à profit pour mieux se connaître. Knight accepta aussitôt avec entrain, ce qui surprit Akira, amusé par ce changement soudain de caractère. De leur côté, Sato et son groupe atteignent enfin le pays fondé par un héros qui, tout comme eux, avait été invoqué depuis la Terre. À leur grande surprise, ce royaume ressemble trait pour trait au Japon historique. Les rues, les maisons, les vêtements des habitants, tout leur semble si familier qu'ils en oublient un instant qu'ils se trouvent dans un autre monde. Peu à peu, ils se détendent et commencent à discuter de leurs projets à venir. Sato prend la parole, rappelant que leur priorité doit être l'argent. Il ne leur reste qu'un mois avant d'être totalement ruinés et sans abri. L'un des garçons suggère de devenir aventurier, affirmant que c'est le métier le plus adapté à leur situation. Sato approuve l'idée sans hésiter, puis passe au sujet suivant, la collecte d'informations. Il propose de trouver quelqu'un qui connaît bien ce monde, tout en cherchant des livres qui pourraient contenir des renseignements précieux. Un autre soupir, espérant qu'ils trouveront un ouvrage capable de leur indiquer le moyen de retourner sur Terre. Mais Sato, lui, pense que leur meilleure chance de rentrer chez eux passe par la défaite du Seigneur Démon. Selon lui, seul le roi et la princesse savent comment renvoyer les héros dans leur monde d'origine, et, même s'ils sont tordus et cruels, il faudra les convaincre en terrassant le Seigneur Démon. Il déclare alors que, dès qu'ils auront suffisamment d'argent et d'informations, ils se rendront sans détour sur le continent des démons. Mais Asahi n'est pas d'accord. Son intuition lui souffle qu'il devrait d'abord retrouver Akira avant de se lancer dans cette aventure. Il sent qu'Akira devient plus fort à une vitesse incroyable et qu'ils auront besoin de lui pour accomplir leur mission. Certains membres approuvent Asahi, tandis que d'autres restent persuadés qu'Akira est le meurtrier du commandant Saren. La tension monte, un début de dispute éclate, mais les filles interviennent pour calmer le jeu. Elles se tournent vers Sato, car c'est lui qui doit trancher. Après un moment de réflexion, Sato avoue qu'il partage l'avis d'Asahi. Il pense aussi qu'Akira est désormais plus puissant qu'eux. Cependant, il doute qu'il puisse collaborer avec lui. Il explique qu'Akira n'aime pas s'impliquer avec les autres et qu'il ne se souvient même pas de lui, bien qu'ils aient été camarades de classe depuis la maternelle. Cette révélation choque tout le monde. Même Asahi admet qu'Akira n'a jamais été un joueur d'équipe. Sato ajoute alors que, d'après les légendes, seule l'épée sacrée maniée par le héros peut vaincre le Seigneur Démon. Il doit donc devenir assez fort pour remplir ce rôle. Et même s'il retrouvait Akira, celui-ci refuserait sans doute de les rejoindre tant qu'il ne serait pas à la hauteur. C'est pourquoi Sato décide de rester dans ce pays. Ils s'y entraîneront dur, renforceront leurs compétences et attendront qu'Akira vienne à eux. De leur côté, Emilia raconte à Akira et à Knight son passé. Elle explique qu'elle a été chassée de son pays par sa propre sœur et que les hommes de cette dernière étaient déterminés à la tuer. Coincée près d'une falaise, elle a utilisé sa magie de gravité pour se jeter dans la rivière en contrebas qui l'a emportée vers un lieu sûr. Cependant, épuisée et blessée, un slime noir a profité de sa faiblesse pour l'engloutir entièrement. La première chose dont elle se souvient, c'est d'avoir été dans le donjon et qu'Akira venait tout juste de la sauver. Akira la prend en pitié en entendant son histoire, mais Knight remarque quelques incohérences. Il fait remarquer que les slimes ne mangent pas les humains, et même si l'un d'eux avait avalé Emilia, elle aurait été digérée bien avant qu'Akira n'arrive. Elle ne comprend pas non plus tous les détails, mais elle est reconnaissante envers le slime qui l'a amenée jusqu'à Akira. Akira lui conseille de retourner affronter sa sœur et de tenter de régler leurs différends. Mais Emilia a déjà renoncé. Elle pense ne pas pouvoir affronter sa sœur. Akira la rassure en disant que tout finira par s'arranger, parce qu'ils sont une famille. Il ajoute qu'il a lui aussi une sœur, et même si elle est toujours espiègle, il tient énormément à elle. Emilia et Knight lui demandent s'il souhaite retourner dans son monde pour retrouver sa famille, et Akira confirme, mais explique qu'avant cela, il a une autre mission à accomplir. Il commence alors à parler de Saren, l'homme qui lui a appris à survivre dans ce monde, et se met en colère en pensant aux assassins de ce dernier.
Il jure de tuer le roi et la princesse pour avoir assassiné sa reine, et son instinct meurtrier fait frissonner Emilia et Knight de peur. Emilia hurle son nom, réussissant à le ramener de sa fureur meurtrière. Une fois calmé, Emilia et Knight lui expliquent qu'ils connaissent sa reine, car il était un commandant nocturne réputé. Akira se rend compte que l'atmosphère est trop tendue, alors il sort son gant et, guidé par ses instincts félins, Knight essaie de l'attraper. Akira est content de constater que le tour qui fonctionne sur tous les chats errants autour de sa maison fonctionne aussi sur un chat monstre. Emilia veut également essayer. Peu de temps après, Akira et Emilia commencent à câliner Knight pour profiter de la douceur et du pelage soyeux du chat. Knight avertit Akira de prendre la situation plus au sérieux, car leurs âmes sont liées. Si l'un meurt, l'autre mourra également. Akira sait déjà cela, mais il est simplement heureux d'avoir un familier félin, car il adore les chats. Emilia lui répond qu'elle est jalouse, car elle aime elle. Une fois qu'ils ont fini de s'amuser, ils décident de quitter le donjon. Akira demande à Knight où le cercle de téléportation les mènera, mais le chat n'en a aucune idée. Il explique que seuls quelques démons connaissent encore l'art de créer des cercles magiques, et Akira décide de les retrouver et de les mettre à son service, une fois qu'il atteindra le continent des démons. Soudain, Emilia se souvient d'une histoire. Les cercles magiques bleu pâle mènent les gens là où ils désirent se rendre, et si plusieurs personnes y entrent, le cercle ne réagit qu'au souhait d'une seule. Akira s'inquiète que cela puisse poser un problème, mais Emilia l'assure qu'elle ira partout tant que c'est avec lui. Akira ne réfléchit pas davantage à sa déclaration et entre dans le cercle magique. Il se demande s'il pourrait le ramener auprès de sa famille, mais écarte cette pensée, sa vengeance passant avant tout. Le cercle magique s'active alors, et le groupe est téléporté dans une forêt d'où émerge un arbre gigantesque. Emilia est sous le choc en voyant cet arbre que Knight reconnaît comme l'arbre-monde. Il explique qu'il se trouve dans la forêt des elfes. Même si Emilia n'en revient pas d'être arrivée ici, Akira estime que c'est un endroit parfait. Soudain, un elfe caché dans l'arbre tire une flèche sur Emilia. Heureusement, Akira la remarque à temps et la déplace hors de la trajectoire. Il charge ensuite l'archer, dévie sa flèche avec son poignard et atteint rapidement son dos. Il le met à terre et Emilia l'identifie. Il s'agit de Liam. Liam explique qu'il ne s'attendait pas à tomber sur la traîtresse en venant enquêter sur la lumière de cet endroit et conseille à Emilia de fuir si elle tient à sa vie. Akira l'assomme immédiatement, n'ayant que faire de ses jérémiades, mais réalise qu'il a été trop lent. Les elfes les ont déjà encerclés. La sœur d'Emilia, Kilika, est là pour les affronter personnellement. Elle annonce à Emilia qu'elle va mourir maintenant qu'elle est revenue volontairement. Avant tout cela, la vie d'Amelia se déroulait plutôt bien. Elle était en lice pour devenir la prochaine souveraine du royaume des elfes et entretenait, du moins le croyait-elle, d'excellentes relations avec sa sœur. Peu à peu, cependant, tous ses conseillers et gardes se sont retournés contre elle. Puis, un jour, Kilika l'accuse soudain d'un crime odieux. Sans mener la moindre enquête, les gardes concluent qu'Amelia doit être coupable. Après tout, elle est issue des Blight. Contraint à fuir le royaume avant que Kilika et les soldats ne l'atteignent, Amelia se retrouve désormais face à sa sœur et ne sait plus quelle décision prendre. Elle tente de calmer la situation en promettant de partir volontairement, évitant ainsi tout usage de la force, mais Kilika est bien décidée à la capturer. Avant que Kilika n'agisse, Akira se place entre les deux pour protéger Amelia. Kilika le défie. Qui pense-t-il être pour s'immiscer dans les affaires des elfes? Akira répond qu'il a rencontré Amelia la veille et qu'elle lui plaît. Aussi, il n'acceptera pas que Kilika la traite ainsi. Il a aussi remarqué que Kilika l'accuse de crime et il exige de savoir lequel. Kilika retrousse alors sa manche et révèle un large hématome qui barre tout son avant-bras. Elle affirme qu'Amelia l'a empoisonné sous couvert d'une simple potion et qu'au sein de la famille royale, blesser un membre de la famille est impardonnable. Amelia se défend. Ce qu'elle a donné à Kilika était bien une potion, insiste-t-elle, mais Kilika rétorque que personne ne croira jamais son histoire. Puis elle s'avance vers Akira et le fixe droit dans les yeux. Amelia comprend aussitôt ce que Kilika cherche à faire et l'avertit de reculer. Mais il est déjà trop tard. Kilika rit et annonce que son sort d'hypnose est déjà en place. Le cœur d'Akira lui appartient désormais, ce qui laisse Amelia sans allié.
Kilika s'attendait à voir la terreur et le désespoir sur le visage d'Amelia. Mais à la place, elle n'obtient que la rage. Amelia hurle à Kilika d'annuler son enchantement et de s'excuser auprès d'Akira, car il doit être libre de choisir qui il aime. Voir Amelia si en colère déstabilise Kilika. Elle a toujours connu sa sœur comme une personne docile et sans ressort, et la voir prête à arracher des gorges la surprend. À ce moment-là, Akira prend la parole et demande à Amelia de se calmer. Il lui assure qu'il n'est sous l'emprise d'aucun sort, car les compétences mentales comme l'envoûtement ne fonctionnent efficacement que sur des personnes plus faibles que soi. Kilika refuse de croire qu'un simple roturier comme Akira puisse être plus puissant qu'elle. Il se moque de ce qu'elle pense de lui, mais pas de ce qu'elle pense d'Amelia. Alors il lui ordonne de retirer les fausses accusations qu'elle a portées contre sa sœur. Kilika lui demande ce qui lui fait croire que ces accusations sont mensongères. Akira répond qu'il connaît Amelia et qu'elle n'est pas du genre à tomber aussi bas que d'empoisonner un membre de sa propre famille. Kilika comprend qu'elle ne parviendra pas à le convaincre de lui livrer Amelia. Alors elle ordonne à ses gardes de le tuer sur le champ. Mais avant qu'il n'ait le temps d'attaquer, le roi du royaume des elfes apparaît et leur ordonne de déposer leurs armes immédiatement. Kilika reste figé de stupeur. Il était censé être en voyage d'inspection pour plusieurs mois encore. Le roi explique qu'un imprévu l'a obligé à rentrer plus tôt que prévu. Il exige de savoir ce que Kilika fait ici. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, tous les gardes prennent sa défense et affirment qu'elle n'a rien fait de mal. Le roi comprend aussitôt. Elle a utilisé son pouvoir d'envoûtement pour les placer sous son contrôle. D'une voix sévère, il lui ordonne de les libérer sur le champ, puis il se tourne vers Amelia et s'excuse. Il ignore ce que sa sœur lui a fait subir, mais il promet qu'elle sera punie pour ses actes. Ensuite, le roi s'adresse à Akira et lui ordonne de quitter immédiatement le territoire des elfes. Il n'a aucune raison d'y être. Amelia intervient alors pour prendre sa défense. Elle explique à son père qu'Akira est celui qui l'a sauvé et ramené ici. Le roi reconnaît sa dette envers lui, mais son mépris envers les humains est trop profond. Il insiste pour qu'Akira parte malgré tout. Dans ce cas, déclare Amelia, elle partira aussi. Cette réponse met le roi en colère. Il refuse catégoriquement. Amelia est la seule en qui il a confiance pour diriger le royaume après sa mort, et il ne la laissera pas s'en aller. Mais Akira s'interpose et dit que c'est à Amelia seule de décider. Le roi lui ordonne de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas. Mais Akira n'est pas l'un de ses sujets. Il n'a donc aucune obligation d'obéir. Il ajoute qu'il est tout à fait prêt à faire entendre raison au roi par la force, si nécessaire. Et en voyant ce qu'Akira vient de faire à Liam, étendu au sol un peu plus loin, cela dit, le roi n'a jamais été du genre à fuir un combat. Il lance donc un défi à Akira. Le perdant devra obéir aux ordres du vainqueur. Akira accepte sans hésiter, et le roi déclare que le duel se tiendra au pied de l'arbre sacré, conformément à la tradition elfique. En chemin vers l'arbre, Amelia s'excuse d'avoir entraîné Akira dans cette histoire, mais il lui répond qu'elle n'a aucune raison de s'en vouloir. C'est lui qui a choisi de s'impliquer. Changeant de sujet, il se souvient que Kilika avait appelé Amelia « l'enfant du fléau » et il lui demande ce que cela signifie. Amelia explique qu'il existe une ancienne légende elfique selon laquelle, lorsqu'une paire de jumeaux vient au monde, l'un d'eux diffère toujours de ses parents. Cet enfant est censé apporter la calamité sur la terre et on l'appelle alors « l'enfant du fléau ». Autrefois, les elfes tuaient ce jumeau à la naissance par superstition. Et, même si la légende a depuis longtemps été démentie, certains continuent encore à y croire. Amelia poursuit en disant que ce n'est généralement plus un problème de nos jours, mais Kilika ne cesse de ressasser cette histoire, probablement parce que ses propres yeux et cheveux diffèrent de ceux du reste de sa famille. Il est évident que Kilika utilise cette légende comme prétexte pour isoler Amelia. Akira, lui, trouve au contraire que ses cheveux et ses yeux sont magnifiques. Ils finissent par atteindre l'arbre sacré. Comme Kilika est à l'origine de tout ce chaos, c'est elle qui affrontera Akira dans le duel. Avant que le combat ne commence, Akira déclare qu'il n'utilisera pas sa compétence de dissimulation. Il n'y aurait aucun mérite à gagner si personne ne pouvait le voir à l'œuvre. Amelia l'avertit. Kilika est la meilleure épéiste du peuple elfique. L'affronter ne sera pas facile et il doit se montrer prudent. Akira remarque qu'Amelia semble toujours tenir Kilika en haute estime malgré tout ce qui s'est passé. Elle lui explique qu'elles étaient très proches lorsqu'elles étaient enfants et que, quoi qu'il arrive,
elle la considérera toujours comme sa chère sœur. Le duel commence. Kilika dégaine son épée avec détermination, tandis qu'Akira, lui, garde la sienne dans son fourreau. Kilika croit qu'il se moque d'elle en ne prenant pas le combat au sérieux. Mais Akira lui répond calmement qu'il veut simplement éviter de la tuer accidentellement. Dès que le combat s'engage, Kilika fonce sur lui avec une série d'attaques précises visant ses points vitaux. Pourtant, Akira esquive chacun de ses coups rédigés dans un style narratif fluide et immersif. Akira reconnaît que Kilika mérite bien son titre de plus grande épéiste, mais il est tout simplement trop rapide pour elle. Il esquive ses attaques avec agilité, glisse derrière elle et la repousse sans effort. Il lui conseille d'abandonner avant de se blesser inutilement, mais Kilika refuse d'être humiliée ainsi et décide d'utiliser son atout secret. Une puissante rafale de vent commence à tournoyer autour de sa lame, avant qu'elle ne projette une violente bourrasque en direction d'Akira. Pris par surprise, il manque de peu d'être touché, mais parvient à esquiver le souffle au dernier moment. Mag reconnaît aussitôt la technique de Kilika, une magie d'amplification. Amelia explique qu'elle est la seule elfe capable de l'utiliser et qu'elle s'est entraînée à la maîtriser jusqu'à atteindre presque la perfection. Grâce à ce pouvoir, Kilika peut lancer de redoutables attaques de vent à volonté, forçant Akira à se déplacer sans relâche pour les éviter. Cependant, au milieu du combat, Akira remarque une expression de profonde tristesse sur le visage de Kilika. Il lui demande pourquoi elle semble si malheureuse. Elle nie aussitôt, prétendant qu'elle n'a jamais été aussi heureuse, mais Akira lui répond qu'elle a plutôt l'air misérable. Excédée par son insistance, Kilika lance une nouvelle attaque, mais Akira se baisse, esquive et lui fauche les jambes, la projetant au sol. Lorsqu'elle se relève, il se tient déjà derrière elle, la lame de son épée posée contre sa nuque. Il lui demande une fois de plus de se rendre et de faire la paix avec Amelia. Mais Kilika refuse sous l'emprise de la rage. Elle déchaîne des rafales de vent incontrôlées dans toutes les directions. Elle crie qu'elle n'a plus rien, qu'Amelia, avec sa nature divine, lui a tout pris. Autrefois, les deux sœurs s'entendaient à merveille. Mais le jour où l'on découvrit qu'Amelia possédait la classe de médium des esprits, tout changea. Une fois maîtrisée, ce don pouvait faire d'elle l'une des Amelia tente de lui dire que ce n'est pas vrai. Mais Kilika est bien trop furieuse pour écouter. C'est alors que Liam s'approche d'Amelia et lui demande de l'aider à sauver Kilika. À ce moment-là, Amelia comprend immédiatement ce qui... Amelia grimpe sur le dos de Knight et, grâce au pouvoir de la branche sacrée de l'arbre divin que Liam lui avait donné, elle invoque une puissante magie de purification. En un instant, elle libère tout le monde du sortilège de enchantement lancé par Kilika. Cette dernière, prise de panique, entre dans une véritable frénésie. Dans un cri de rage, elle déchaîne sa plus violente bourrasque de vent, forçant Akira à utiliser sa magie des ombres pour contrer l'assaut. Après un duel de force magique impressionnant, Akira parvient à dominer la tempête de Kilika et la projette au sol. La bataille est terminée. Kilika a perdu. Liam et Amelia s'approchent aussitôt d'elle pour s'assurer qu'elle va bien. D'une voix tremblante, Kilika leur demande s'ils sont venus pour se moquer d'elle maintenant qu'elle a été vaincue. Mais Liam secoue la tête et lui répond qu'il est simplement inquiet pour elle. Kilika refuse de le croire. Elle pense qu'une fois libéré du sortilège, il s'est précipité du côté d'Amelia pour l'aider à annuler le reste du charme. Amelia intervient alors, affirmant que Liam n'a jamais été sous l'effet du sortilège. Mais Kilika, brisée et incrédule, pense qu'elle ment pour l'humilier davantage. Résignée, elle leur dit de l'exiler ou de l'exécuter, car elle ne veut plus vivre ainsi. C'est alors que le roi prend la parole. Il déclare que si quelqu'un mérite d'être puni, c'est lui, car il est le véritable responsable de ce qu'est devenu Kilika. Désemparée, elle ne comprend pas ce qu'il veut dire. Le roi lui révèle qu'il a scellé certains de ses souvenirs il y a bien longtemps, pensant la protéger, mais qu'il réalise à présent que c'était une erreur. D'un geste solennel, il annule le sort de l'oubli. Et aussitôt, les souvenirs perdus de Kilika reviennent à elle. Lorsqu'elle était enfant, elle s'entraînait souvent près du donjon. Un jour, un inconnu apparut à l'entrée et lui dit qu'elle pouvait devenir plus forte en utilisant des sphères spéciales. Naïve et curieuse, Kilika s'empara des sphères et se précipita dans le donjon pour les essayer. Mais dès qu'elle les utilisa, une horde de monstres surpuissants surgit. Réalisant qu'elle ne pourrait pas tous les affronter seule,
elle prit la fuite. Or, normalement, les créatures des donjons ne peuvent pas en sortir. Ces monstres, cependant, n'étaient pas ordinaires, et à ce rythme, ils allaient atteindre le village elfique. Kilika, refusant de fuir davantage, décida de rester pour les affronter. Elle se battait courageusement, tenant sa position coûte que coûte. Le vacarme de la bataille finit par alerter les autres elfes, et des renforts arrivèrent rapidement. Léon fut le premier à arriver sur les lieux, mais malheureusement, il se fit transpercer le torse par un gobelin dès son arrivée. Kilika dut assister, impuissante, à la mort de son ami sous ses yeux. Le traumatisme et la culpabilité de cet événement faillirent briser son esprit. Pour la protéger de cette douleur insoutenable, le roi décida alors de sceller une partie de ses souvenirs. Mais Léon ne fut pas la seule victime de ce combat. Heureusement, la situation fut sauvée grâce à la magie d'Amélia. En utilisant sa magie des esprits, elle parvint à créer 2 nouveaux sorts, la magie de la gravité et la magie de résurrection. Grâce à cela, elle réussit à ramener à la vie tous ceux qui étaient morts ce jour-là. En réalité, personne n'avait réellement disparu. Cependant, comme Kilika ignorait tout de ce qui s'était passé après la bataille, les autres, sans le vouloir, commencèrent à s'éloigner d'elle. Elle interpréta cette distance comme un signe qu'ils avaient perdu tout intérêt pour elle, croyant qu'ils la méprisaient parce qu'elle n'était pas, comme Amélia, une médium des esprits. Effondrée en larmes, Kilika réalise alors qu'elle a transformé sa propre sœur en ennemie à cause d'un simple malentendu. Mais Amélia la prend dans ses bras et lui assure que ce n'est pas vrai. Elle ne pourrait jamais la détester. Kilika reconnaît qu'elle a beaucoup de choses à se faire pardonner et qu'elle devra s'excuser pour tout le mal qu'elle a causé. Mais Amélia lui sourit. Peu importe les erreurs, elles resteront toujours sœurs. Rien ne pourra jamais briser ce lien. Cette nuit-là, un grand festin est organisé pour célébrer le retour de Kilika sur le droit chemin. Le roi remercie chaleureusement Akira d'avoir aidé à résoudre toute cette affaire. Comme promis, il accepte de laisser Amélia choisir son propre chemin, même si cela signifie qu'elle partira en voyage avec Akira. Curieux, le roi demande à Akira quelle sera sa prochaine destination. Celui-ci répond qu'il se rendra sur le continent bestial, car Mike lui a parlé de cet endroit comme du meilleur lieu pour acheter armes et équipements. Pendant ce temps, Asaina et les autres camarades de classe d'Akira embarquent eux aussi sur un navire à destination du continent bestial. Ils avaient initialement prévu d'attendre Akira, mais ayant déjà atteint un niveau où les monstres du donjon de Yamano ne leur apportent plus d'expérience, ils décidèrent qu'il valait mieux continuer à progresser et renforcer leur équipement plutôt que de rester inactifs. De retour dans la forêt elfique, Kilika souhaite bonne chance à sa sœur avant son départ. Akira fait ses adieux à Liam, qui lui demande de prendre bien soin d'Amélia. Akira hoche la tête, mais lui rappelle aussi de s'occuper de la fille à ses côtés. Le roi des elfes intervient alors, affirmant que Liam a déjà exprimé ses sentiments pour Kilika et que c'est désormais à elle de décider si elle souhaite l'épouser. Tandis que les 2 jeunes gens se regardent en silence, le roi propose d'escorter Akira et Amélia jusqu'au port maritime. Akira se demande pourquoi ils ont besoin d'autant de protection, et le roi lui explique que des bandits ont commencé à kidnapper des voyageurs en route vers la mer. Il révèle aussi qu'il est rentré plus tôt dans son royaume justement pour s'occuper de ces criminels. Même si Amélia pense qu'elle sera en sécurité avec Akira, le roi reste inquiet pour elle. Pensant que le roi les accompagnera, Kilika décide de venir aussi, suivi par le reste des elfes. Naturellement, Akira refuse qu'un groupe aussi nombreux les suive, et lui et Amélia quittent la forêt en calèche. Pendant le trajet, il se demande pourquoi Knight est resté silencieux tout ce temps. Knight explique que personne n'aime les démons et qu'il ne voulait donc attirer aucun ennui. Akira est surpris de voir Knight se montrer aussi prévenant et lui demande si le seigneur démon ne risque pas d'être mécontent de ses actions. Knight acquiesce et explique que le seigneur démon est lié à lui et qu'il peut voir tout ce qui se passe autour de lui à travers ce lien. Cependant, il laisse Knight agir librement afin qu'il puisse aider Akira autant qu'il le souhaite. Akira lui dit alors qu'il pourra aider le seigneur démon s'il finit par se battre contre lui, mais Knight garde le silence. Puis, il explique que le seigneur démon s'intéresse à Akira et qu'il n'a donc aucune raison d'agir contre lui. Amélia pense que le seigneur démon souhaite peut-être établir de bonnes relations avec Akira, et Knight approuve.
Il ajoute que le seigneur démon a observé la magie d'ombre unique d'Akira pendant son combat contre Kilika. Il s'avère que la magie d'ombre est extrêmement rare dans leur monde et que la plupart des gens ne peuvent pas l'utiliser avec autant de maîtrise qu'Akira. Celui-ci explique qu'il s'est simplement servi des ombres comme d'une armure pour les empêcher de dévorer Kilika. Mais Knight trouve tout de même que c'est un exploit impressionnant. Il suggère d'appeler cette technique l'armure d'ombre. À ce moment-là, Akira ressent une présence toute proche. Lorsque la calèche s'arrête, il descend pour inspecter les environs. Le cocher elfe utilise une paire de jumelles et aperçoit des bandits qui s'approchent. Mais ces derniers étaient déjà préparés, tenant en otage une petite fille elfe. Akira comprend aussitôt qu'ils ont dû le repérer à distance, car les bandits leur lancent des cordes pour qu'ils s'attachent eux-mêmes. L'un d'eux remarque aussitôt qu'Amelia est une princesse elfe, et leur chef se réjouit en disant que leur seigneur Graham serait ravi d'avoir une telle prise. Soudain, Akira disparaît dans les ombres et neutralise tous les bandits avant qu'ils n'aient le temps de réagir. Il utilise ensuite leurs propres cordes pour les ligoter, tandis qu'Amelia libère la fillette elfe capturée. Une fois les bandits attachés, Akira se demande qui est ce Lord Graham. Le cocher lui explique qu'il s'agit d'un noble du plus grand royaume du continent des hommes bêtes, appelé Uruk. Akira acquiesce et demande à l'elfe de ramener la petite fille chez elle. Le conducteur hésite, puisqu'il est censé escorter Akira et Amelia jusqu'au port. Cependant, Knight sent déjà l'air marin, et le groupe décide de terminer le trajet à pied. En arrivant au port, ils montent à bord d'un navire en direction du continent des hommes bêtes. Akira se réjouit à l'idée de gagner encore plus de puissance dans ce nouveau territoire, ce qui pousse Amelia à lui demander pourquoi il veut devenir toujours plus fort. Il lui répond que c'est parce qu'il doit devenir aussi puissant que possible pour venger sa reine. Knight lui indique qu'il pourra s'entraîner dans le labyrinthe de la ville portuaire, mais qu'il leur reste encore quelques jours avant d'y arriver. Pendant que Knight s'allonge pour se détendre, Amelia est toute excitée, car c'est la première fois qu'elle voyage en bateau. Elle se réjouit à l'idée de passer quelques jours paisibles avec Akira, mais le trouve en train de lire un livre comme un vieux monsieur ennuyeux. Curieuse, Amelia lui demande où il a trouvé ce livre, et Akira explique qu'il l'a demandé à son père. Dépitée, la jeune elfe le traite de crétin insensible, frustrée qu'il ne semble pas s'intéresser à elle. Quelques jours plus tard, ils arrivent enfin dans la ville portuaire d'Uruk, sur le continent des hommes bêtes. Dès qu'ils descendent du navire, Akira remarque que tous les travaux manuels sont effectués par des humains, preuve que les hommes bêtes méprisent les humains. Alors qu'ils s'éloignent du port, plusieurs hommes bêtes les approchent et ordonnent à Akira de leur remettre. Akira lui dit de rester en arrière. Les hommes bêtes se ruent sur lui, mais Akira, d'un geste calme, enveloppe sa main de magie des ombres et les rend aveugles instantanément. Pendant qu'ils se débattent dans la confusion, il quitte tranquillement les lieux avec Amelia. Knight se demande pourquoi Akira a été si clément envers ses voyous, et ce dernier lui explique qu'il ne voulait tout simplement pas attirer l'attention. Alors qu'il marche dans les rues, les passants poussent des exclamations en apercevant Knight. Akira se demande s'ils ont peur de lui, et Knight lui explique que les chats noirs sont redoutés sur tout le continent. Pendant ce temps, une étrange jeune fille les observe discrètement depuis un coin de rue. Ensuite, il se dirige vers un hôtel pour passer la nuit. Après avoir dîné, Akira se prépare à dormir dans l'un des grands lits. Cependant, Amelia estime qu'un seul lit suffit pour deux, et Knight les laisse seuls pour leur accorder un peu d'intimité. Akira est trop embarrassé à l'idée de partager le lit avec elle, mais Amelia refuse catégoriquement qu'ils dorment ailleurs et s'en va prendre une douche. Le lendemain matin, Knight revient, pensant qu'Akira a dû bien profiter de sa nuit. Lorsque ce dernier se réveille, il est complètement confus et choqué de découvrir Amelia endormie à ses côtés. Knight leur demande de s'habiller, annonçant qu'ils vont recevoir un visiteur. Quelques instants plus tard, un forgeron nommé Crow entre dans la chambre et Knight explique que c'est lui qui l'a engagé. Crow dit qu'il ne pouvait refuser une demande venant du « cauchemar d'Adlia », un surnom qui intrigue Amelia. Knight précise que Crow est le meilleur forgeron du monde et que c'est la raison pour laquelle il les a amenés sur le continent des hommes bêtes. Après les présentations, Crow demande à examiner l'épée d'Akira. D'un seul regard, il comprend qu'Akira l'a endommagée dans le labyrinthe de Kantanen. Amelia est stupéfaite qu'il puisse deviner tout cela simplement en la regardant. Akira lui demande s'il peut améliorer l'arme et Crow lui répond qu'il aura besoin des bons matériaux et d'un certain montant d'argent.
Akira accepte de se procurer tout cela et lui commande aussi 20 armes de jet. En entendant ces exigences, Crow comprend immédiatement qu'Akira est un assassin. Il le félicite pour ses compétences, mais ajoute qu'il est encore trop inexpérimenté pour manier les armes de sa plus grande qualité. Les propos de Crow déplaisent à Amelia, mais Akira lui dit que le forgeron n'a pas tort dans son jugement. Knight intervient alors, rappelant qu'aussi doué qu'il soit, Crow reste avant tout un artisan légendaire. Crow faisait autrefois partie du groupe du précédent héros. Après avoir remis à Akira la liste des matériaux et le coût des réparations, il quitte la chambre. Knight rassure Akira en lui disant que Crow est la meilleure personne possible pour ce travail, mais Akira se demande comment il va bien pouvoir réunir tous les matériaux et l'argent nécessaires. Akira approuve, pensant que ce sera aussi une bonne occasion d'améliorer ses compétences. Knight ajoute que le labyrinthe de la cité de Yurok exige un certain niveau d'aventurier pour y accéder, mais Akira décide de remettre ce problème à plus tard. Soudain, Amelia lui demande si elle peut parler à Crow et Akira lui donne la permission. Il demande à Knight de veiller sur elle avant de partir recueillir des informations sur la ville. Un peu plus tard, Amelia et Knight se rendent à l'atelier de Crow, qui leur demande la raison de leur visite. Amelia explique que dans le groupe de l'ancien héros, seul un homme bête et le héros ont survécu après. Il demande à Amelia si elle lui en veut d'avoir laissé mourir un membre de son peuple, mais elle lui répond que survivre à un affrontement contre le Seigneur Démon prouve qu'il est bien plus fort qu'eux. Elle lui demande de lui enseigner le combat, mais Crow refuse catégoriquement. Il lui explique qu'il a déjà eu plusieurs apprentis, mais aucun n'a pu supporter la dureté de son entraînement. Amelia lui promet qu'elle n'abandonnera pas, disant qu'elle doit devenir plus forte si elle veut tenir le rythme d'Akira. Cependant, Crow rappelle à Knight qu'il n'a accepté que des commandes de forge et non pas de prendre un élève. Knight lui répond qu'il ne contrôle pas les actions d'Amelia et lui demande d'arrêter de l'appeler le cauchemar d'Adlia. Mais Crow refuse, affirmant que Knight est le symbole même de la terreur, l'ombre qui a jadis effrayé tous les hommes bêtes du continent. Amelia, intriguée, lui demande comment il a obtenu ce surnom. Et Knight commence à expliquer qu'il y a plus d'un siècle, la cité d'Adlia était la plus grande du continent des hommes bêtes. Un jour, le Seigneur Démon ordonna à Knight d'attaquer la cité d'Adlia, afin de terroriser les hommes bêtes qui avaient envahi son territoire. Bien que la mission de Knight fût simplement d'effrayer les hauts responsables de la ville, il finit par se laisser submerger par ses instincts, massacrant des civils innocents qui y vivaient. À cause de toutes les souffrances qu'il avait infligées aux innocents, les hommes bêtes commencèrent à le surnommer le cauchemar d'Adlia, un symbole de destruction et de peur qui allait marquer les générations futures. Pendant ce temps, dans sa chambre, Akira apprend toute cette histoire à travers le lien mental qu'il partage avec Knight. Lorsque Knight termine son récit, il révèle qu'après cette tragédie, il avait perdu tout espoir en lui-même. Mais depuis sa rencontre avec Akira, il sent qu'il peut enfin se maîtriser et empêcher ses instincts sauvages de reprendre le dessus. Crow, étonné, remarque que Knight a réellement changé. Le chat noir admet être coupable de nombreux crimes, mais il déclare qu'il refuse de mourir maintenant, car il souhaite servir fidèlement son nouveau maître. Crow lui répond qu'il ne lui garde aucune rancune, mais qu'il doit terminer le récit. Il se souvient de leur rencontre après la destruction d'Adlia, alors qu'il rendait hommage sur la tombe de sa sœur. Knight, rongé par la culpabilité, avait alors offert sa vie à Crow, lui donnant la possibilité de se venger. Mais Crow refusa de le tuer, affirmant que Knight n'était qu'un outil manipulé par le Seigneur Démon. Il lui révéla ensuite que l'assassin de sa sœur n'était pas lui, mais un autre homme bête de la même ville. Après le départ de Knight, la sœur de Crow avait tenté d'aider les blessés et les personnes piégées dans les ruines. Cependant, un noble de la cité, craignant le retour de Knight, voulut fuir précipitamment en calèche. Dans sa panique, il fonça droit sur un groupe de blessés, et la sœur de Crow tenta de l'arrêter, lui demandant de ralentir. Mais ce noble sans cœur, obsédé par sa propre survie, les brûla vifs, elle et de nombreux autres civils, pour gagner quelques secondes dans sa fuite égoïste. Bien que Crow ait été consumé par la haine envers ce Lord Graham, il ne chercha pas à se venger, convaincu que sa sœur n'aurait jamais voulu cela. Amelia, profondément émue, trouve toute cette histoire tragique, mais Crow lui répond froidement qu'il n'a pas besoin de sa compassion. Un jour, le Seigneur Démon ordonna à Knight d'attaquer la cité d'Adlia, afin de terroriser les hommes bêtes qui avaient envahi son territoire.
Bien que la mission de Knight fût simplement d'effrayer les hauts responsables de la ville, il finit par se laisser submerger par ses instincts, massacrant des civils innocents qui y vivaient. À cause de toutes les souffrances qu'il avait infligées aux innocents, les hommes bêtes commencèrent à le surnommer le cauchemar d'Adlia, un symbole de destruction et de peur qui allait marquer les générations futures. Pendant ce temps, dans sa chambre, Akira apprend toute cette histoire à travers le lien mental qu'il partage avec Knight. Lorsque Knight termine son récit, il révèle qu'après cette tragédie, il avait perdu tout espoir en lui-même. Mais depuis sa rencontre avec Akira, il sent qu'il peut enfin se maîtriser et empêcher ses instincts sauvages de reprendre le dessus. Crow, étonné, remarque que Knight a réellement changé. Le chat noir admet être coupable de nombreux crimes, mais il déclare qu'il refuse de mourir maintenant, car il souhaite servir fidèlement son nouveau maître. Crow lui répond qu'il ne lui garde aucune rancune, mais qu'il doit terminer le récit. Il se souvient de leur rencontre après la destruction d'Adlia, alors qu'il rendait hommage sur la tombe de sa sœur. Knight, rongé par la culpabilité, avait alors offert sa vie à Crow, lui donnant la possibilité de se venger. Mais Crow refusa de le tuer, affirmant que Knight n'était qu'un outil manipulé par le Seigneur Démon. Il lui révéla ensuite que l'assassin de sa sœur n'était pas lui, mais un autre homme bête de la même ville. Après le départ de Knight, la sœur de Crow avait tenté d'aider les blessés et les personnes piégées dans les ruines. Cependant, un noble de la cité, craignant le retour de Knight, voulut fuir précipitamment en calèche. Dans sa panique, il fonça droit sur un groupe de blessés, et la sœur de Crow tenta de l'arrêter, lui demandant de ralentir. Mais ce noble sans cœur, obsédé par sa propre survie, les brûla vifs, elle et de nombreux autres civils, pour gagner quelques secondes dans sa fuite égoïste. Bien que Crow ait été consumé par la haine envers ce Lord Graham, il ne chercha pas à se venger, convaincu que sa sœur n'aurait jamais voulu cela. Pendant ce temps, le système détecta les dégâts subis par le corps d'Akira et activa automatiquement sa magie des ombres afin de le soigner. Les ténèbres s'enroulèrent autour de lui, irradiant une lueur douce tandis qu'elle réparait chacune de ses blessures. Knight, stupéfait, observa le spectacle. En quelques secondes à peine, Akira était complètement guéri. Une fois sa santé rétablie, Knight le transporta dans un autre endroit pour qu'il puisse se reposer. Akira se réveilla un peu plus tard et demanda où il se trouvait. Knight lui expliqua qu'ils étaient dans la maison de Crow, un lieu sûr où il pouvait reprendre ses forces. Akira voulut savoir combien de temps il avait dormi, et Knight lui répondit qu'il était resté inconscient pendant une journée et demie. Le jeune homme en fut bouleversé, mais Knight lui rappela qu'il était littéralement au bord de la mort. C'était un miracle qu'il soit encore en vie. La seule raison de sa survie, ajouta-t-il, était que sa magie des ombres s'était activée d'elle-même pour le soigner. Intrigué, Knight se méfia de cette magie étrange, mais Akira lui avoua qu'il ne comprenait pas totalement ses propres pouvoirs. Il préféra qu'ils se concentrent sur leurs problèmes immédiats. Il sortit de la maison et remercia Crow pour le lit qu'il lui avait prêté. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Crow lui demanda où il comptait aller. Akira répondit d'une voix ferme qu'il allait sauver Amelia. Crow tenta de le raisonner. Il n'avait aucun moyen de savoir où elle se trouvait. Mais Akira, entêté et déterminé, sortit malgré tout. Prêt à tout pour la retrouver, Crow essaya de le calmer. Mais la panique et l'inquiétude d'Akira pour Amelia étaient trop fortes. Lorsqu'il lui fit remarquer qu'il s'apprêtait à affronter des démons sans même emporter une arme, Akira répondit simplement qu'il n'en avait pas besoin. Crow soupira et désigna une paire d'épées terminées dans un coin de la pièce. Akira était tellement en colère qu'il ne les avait même pas remarquées. En les prenant, Akira constata qu'il s'agissait de lames jumelles. Crow lui expliqua qu'elles convenaient mieux à son style d'assassin et lui dit qu'il paierait les matériaux plus tard. Puis il lui tendit un anneau, jadis porté par le deuxième ou le troisième héros, sur lequel étaient gravés les mots « Je te guiderai partout ». Surpris qu'Akira puisse lire l'inscription, Crow lui demanda s'il savait à quoi servait l'anneau. Il lui expliqua alors qu'il s'agissait d'un artefact capable de localiser précisément n'importe quelle personne ou chose recherchée par son porteur. Sans perdre une seconde, Akira activa le pouvoir de l'anneau pour retrouver Amelia. L'objet se mit à luire, pointant dans une direction précise, celle du labyrinthe du couvain Crow. Intrigué, se demanda pourquoi Amelia n'était pas encore dans le territoire démoniaque.
Mais Akira, guidé par la lumière de l'anneau et accompagné de Night, partit sans hésiter. Alors qu'il s'élance sur la route, Night supplie Akira d'arrêter de se comporter de façon aussi imprudente. Akira s'excuse d'avoir mis la vie de son compagnon en danger, mais Night insiste. Il doit aussi penser à se protéger lui-même pendant ce temps. À l'intérieur du labyrinthe, Amelia reste assise en silence, tandis qu'Arum savoure la puissance de son art de contrôle des monstres. Il remarque que, bien que ce sort ne puisse pas soumettre complètement les humains ni les elfes, il suffit à les immobiliser. Alors qu'un insecte sous son contrôle tourne autour d'Amelia, celle-ci, troublée mais lucide, lui demande pourquoi il agit ainsi, étonné de pouvoir encore parler. Arum lui explique que seuls les démons de 2e classe peuvent créer des cercles de téléportation. Lui, en tant que démon de 3e classe, n'en a pas le pouvoir. Il précise donc qu'il attend l'arrivée de son supérieur, qui viendra créer un cercle pour les transporter jusqu'au territoire démoniaque. Amelia lui demande quand ce supérieur doit arriver, mais Arum avoue qu'il n'en sait rien. Il trouve même amusant qu'elle tente de soutirer des informations alors qu'elle est sa prisonnière. Puis, avec un sourire narquois, il ajoute que si elle espère qu'Akira viendra la sauver, elle se trompe lourdement. Akira n'a, selon lui, aucune chance contre lui. Il précise toutefois qu'il ne compte pas la tuer. Le seigneur démon la veut vivante. Pendant ce temps, Akira atteint l'extérieur du labyrinthe. En utilisant l'anneau magique, il découvre que la direction indiquée pointe vers les profondeurs souterraines. Night comprend aussitôt qu'ils vont devoir descendre jusqu'aux niveaux inférieurs du labyrinthe. Avant qu'ils ne puissent s'y engager, une étrange jeune fille surgit et leur bloque le passage. Elle affirme avoir un message pour Akira. Ce dernier la reconnaît aussitôt. C'est la fille qu'il avait croisée à l'académie. La jeune fille lui demande de l'emmener jusqu'à Amelia. Entendant cela, Akira la saisit brutalement par le col, la fixant d'un regard glacial, et exige de savoir comment elle connaît l'emplacement d'Amelia. Sous la menace, la fille avoue qu'elle possède une compétence de pistage olfactif lui permettant de suivre les odeurs. C'est ainsi qu'elle a pu remonter la trace d'Amelia jusqu'au labyrinthe. Sachant qu'Akira voyageait souvent avec elle, elle avait deviné qu'il reviendrait ici tôt ou tard. Night confirme que les gens bêtes possèdent souvent cette capacité, donc elle ne ment probablement pas. Akira lui demande alors pourquoi elle les suivait. La jeune fille se redresse et se présente. Léa, première princesse du royaume de Yurok. Elle révèle qu'elle a reçu des informations sur le plan du seigneur démon visant à capturer Amelia, et qu'elle est venue pour l'en empêcher. Elle voulait donc prévenir Akira à l'avance. Mais celui-ci, intrigué, lui demande pourquoi elle ne l'avait pas averti plus tôt. Lia explique alors qu'il ne l'aurait jamais cru sans preuve tangible. C'est pour cette raison qu'elle s'était contentée de le suivre discrètement, tout en cherchant à rassembler des indices pour étayer ses dires. Malheureusement, avant qu'elle n'ait pu lui remettre le message, les troupes du Seigneur Démon ont lancé leur attaque. Un test pour vérifier sa loyauté. Akira décide alors d'utiliser l'Ail du monde sur elle. Après avoir exploré ses souvenirs, il finit par lui faire confiance. Curieux, il lui demande ensuite des précisions sur sa compétence de barrière spirituelle. Lia, surprise qu'il ait découvert ce pouvoir qu'elle cachait soigneusement, lui avoue qu'elle peut l'utiliser pour protéger des objets en mouvement. Akira lui demande si cela fonctionne également pour des personnes en déplacement. Elle acquiesce d'un signe de tête. Lia ajoute qu'ils doivent sauver Amelia au plus vite, car le Seigneur Démon convoite sa magie de résurrection. En entendant cela, Akira grimpe sur le dos de Night et ordonne à Lia de les accompagner. Pendant ce temps, dans le labyrinthe, Amelia s'interroge sur l'intérêt qu'un démon pourrait trouver à la magie de résurrection, puisque les démons possèdent déjà des vies exceptionnellement longues. Arum admet ne pas comprendre les raisons de son maître. Il précise que cette magie ne peut ressusciter que les personnes mortes récemment, et qu'elle est plutôt contraignante, car elle impose plusieurs jours de repos magique avant de pouvoir être réutilisée. Amelia est stupéfaite par l'étendue de ses connaissances. Mais Arum la blesse verbalement. Il lui rappelle qu'elle ne pourra plus jamais utiliser cette magie sur Akira si celui-ci venait à mourir, car elle-même a déjà subi une blessure mortelle et a employé ce sort pour se sauver la vie. Un sourire cruel aux lèvres, il la provoque encore, affirmant qu'il a hâte de la voir pleurer lorsque lui, Arum, tuera Akira. Amelia se contente de le fixer froidement, le regard plein de colère silencieuse ailleurs. Akira demande à Lia pourquoi elle se trouvait autrefois dans le royaume de Redi.
Elle lui confie alors que sa famille a été capturée par une gelée noire il y a quelque temps et qu'elle parcourt le monde pour les retrouver. Lia révèle aussi qu'à l'origine, elle est issue d'un milieu modeste, mais que la famille royale l'a adoptée plus tard. Autrefois, elle menait une vie paisible dans son village natal jusqu'au jour où une mystérieuse gelée noire est apparue soudainement. Bien que les slimes soient d'ordinaire des créatures faibles et inoffensives, celui-ci était d'une puissance monstrueuse. Il a englouti tout son village. Lia fut la seule survivante, recueillie ensuite par une noble famille. Elle est persuadée que cette gelée noire n'était pas une créature naturelle, mais un monstre expérimental, doté d'une force artificiellement amplifiée. Akira se demande alors s'il s'agit du même Slim noir qui avait absorbé Amelia. Lia lui explique que la famille royale l'a adopté justement à cause de ses compétences défensives exceptionnelles. Grâce à son statut de princesse, elle a pu enquêter librement sur l'incident du slime. Ses recherches ont révélé que cette créature était en réalité liée au royaume des humains, ce qui l'a poussée à s'y rendre pour en apprendre davantage. Elle découvre ainsi une vérité terrifiante. Tous les peuples bêtes et les elfes capturés par les Slims avaient été sacrifiés par les humains pour alimenter le rituel d'invocation des héros. Lia avoue à Akira qu'elle voulait simplement rencontrer de ses propres yeux les héros pour lesquels sa famille avait été sacrifiée. C'est pourquoi elle s'était infiltrée dans le royaume de Redis, sachant qu'il a lui-même été invoqué au prix du sacrifice de quelqu'un. Akira pense que Lia doit le haïr. Mais celle-ci secoue la tête. Elle ne le blâme pas. Pour elle, le véritable responsable est le roi, celui qui a décidé d'invoquer un étranger en échange de vies innocentes. Akira acquiesce sombrement, précisant qu'il est aussi ce roi, mais pour ses propres raisons. Il ajoute d'ailleurs qu'il a toujours trouvé louche l'explication du roi à propos de l'invasion démoniaque. C'est alors que Knight intervient. Selon lui, tout cela n'était qu'un mensonge. Il révèle que les démons n'ont attaqué personne depuis des siècles, mais que les autres races persistent à les présenter comme des monstres pour justifier leurs propres ambitions. Akira, perplexe, veut en savoir plus, mais le groupe atteint enfin l'entrée du labyrinthe. En y pénétrant, Lia leur rappelle qu'ils ne peuvent pas descendre au niveau inférieur sans d'abord vaincre un certain nombre de monstres à chaque étage. Akira, impatient de sauver Amelia, décide d'utiliser sa magie des ombres pour anéantir rapidement toutes les créatures. Mais Knight le met en garde. Il doit économiser son énergie pour affronter les démons eux-mêmes. Akira rétorque qu'il ne veut plus perdre une seule seconde, de peur qu'Amelia soit blessée. Voyant sa détermination, Knight lui propose alors d'utiliser sa véritable forme, capable d'exterminer les monstres bien plus efficacement. Cependant, il prévient qu'il pourrait perdre le contrôle de lui-même dans cet état. Akira lui assure qu'il veillera sur lui, afin qu'il puisse se transformer sans crainte rassurée. Knight se laisse submerger par son pouvoir. Son corps s'entoure d'une aura sombre et sauvage, tandis que son apparence devient celle d'un prédateur colossal aux yeux luisants. Sous cette forme, il fonce à une vitesse foudroyante à travers les couloirs du labyrinthe, déchirant en un instant tous les monstres qui se dressent sur leur chemin. Les cris des créatures résonnent, puis s'éteignent aussitôt, remplacés par un silence oppressant. Le passage vers les niveaux inférieurs est désormais ouvert. Akira remarque soudain que Knight ne répond plus à sa voix. Pour le calmer, il tend la main et entre en contact directement avec l'âme de son compagnon, ce qui parvient enfin à rétablir sa lucidité. Peu à peu, les mouvements du grand félin deviennent plus mesurés, son regard moins sauvage. Profitant de ce moment de répit, Akira lui demande pourquoi les démons sont autant détestés. Knight soupire et lui explique que le tout premier seigneur démon avait attaqué les autres races par vengeance, après que ces dernières eurent exilé les démons sur un continent désolé appelé Volcano. Depuis cet événement, les autres peuples ont diabolisé toute la race démoniaque, les traitant comme des monstres, tandis que quiconque les affrontait était célébré comme un héros Akira, comprend alors que cette haine n'est qu'une forme de racisme profondément enraciné, ce que Knight confirme d'un signe de tête. Il ajoute qu'il y a quelques générations, un héros idiot a assassiné l'épouse du seigneur démon de l'époque, une femme sans défense. Ce seigneur démon, pourtant réputé pour sa bonté et son amour des siens, fut anéanti de douleur, tandis que le héros gagna gloire et prestige pour ce meurtre lâche. Akira, attristé par cette histoire, murmure qu'il ne pourra pas rester indifférent si le seigneur démon actuel a de mauvaises intentions envers Amelia Knight, hoche la tête calmement et lui rappelle que,
Comme les humains, les démons ne sont pas tous mauvais. Certains sont bons, d'autres corrompus. Akira promet de s'en souvenir. Peu après, ils atteignent le dernier étage du donjon. En voyant Akira arriver, Amelia esquisse un sourire de soulagement, mais il lui ordonne aussitôt à Lia d'ériger une barrière protectrice autour d'elle. Face à cette précaution, Arum se fige, surpris qu'il soit arrivé si vite, puis prépare son sort de combat. Pendant ce temps, Knight reprend sa forme féline et souffle qu'il n'a plus de mana. Akira le remercie sincèrement avant de déclarer à Amelia qu'il ne laissera personne la lui arracher. Arum ricane à ces mots, le provoquant avec arrogance. Akira serre les poings et réplique qu'il va lui faire regretter sa suffisance. Mais Arum, sûr de lui, répond qu'il le tuera d'un seul coup. Knight intervient brièvement pour rappeler que le seigneur démon avait ordonné de les ramener vivants. Akira et Amelia or, Arum révèle froidement que cet ordre a changé. Désormais, seule Amelia doit être ramenée vivante. Knight, stupéfait, n'a pas le temps de réagir qu'Akira profite de la confusion pour lancer une attaque surprise. Mais Arum bloque le coup sans effort, se moquant de ses compétences d'assassin. Dans un éclair, il transperce Akira d'un coup de lance, le blessant grièvement. Malgré la douleur, Akira continue de contre-attaquer, refusant de reculer Arum, impassible, par chaque frappe et remarque, amusé, qu'aucun humain n'a jamais tenu aussi longtemps face à lui. Soudain, un nouveau coup effleure le bras d'Akira Lia, horrifié, comprend que les attaques de l'ennemi traversent sa barrière spirituelle, une chose normalement impossible. Quelque chose, dans la puissance d'Arum, dépasse tout ce qu'ils ont affronté jusque-là. Knight explique à Lia que si Akira est encore en vie, c'est uniquement grâce à sa barrière spirituelle. Sans elle, un seul coup d'Arum aurait suffi à anéantir complètement son corps. Arum recule d'un pas, un sourire cruel aux lèvres, avant de déclarer qu'il va en finir une bonne fois pour toutes. Face à lui, Akira redresse la tête, essoufflé mais déterminé, et murmure qu'il avait justement la même intention soudain. Il active sa magie des ombres, absorbant le sang qu'il vient de perdre à travers ses blessures. Ce sang se met à tourbillonner, se mélangeant à la noirceur pure de son énergie magique jusqu'à former des bêtes d'ombre terrifiantes. Ces créatures, nées de sa douleur et de sa rage, foncent aussitôt sur Arum. Même le général démon reste figé de stupeur devant la puissance brutale de ces entités. Les bêtes d'ombre déchirent son armure, lacèrent sa chair et forcent Arum à reculer sous l'assaut. Profitant de cette ouverture, Akira bondit et tranche le bras du démon, rendant son arme inutilisable. Dans la salle, Amelia regarde la scène, les yeux écarquillés, incapable de croire à la force qu'Akira vient de libérer. Même Knight, pourtant habitué à ses prouesses, semble abasourdi. Il vient de vaincre un démon de 3e rang. Acculé, Arum joue soudain une flûte étrange, dont la mélodie stridente invoque 3 monstres géants dans la pièce épuisée. Akira n'a plus assez d'énergie pour recharger sa magie des ombres et se défendre. Voyant qu'il ne tiendra pas seul, Lia canalise toute sa mana dans sa barrière spirituelle, la rendant plus solide que jamais. La protection entoure Akira comme une bulle lumineuse et absorbe l'impact titanesque des attaques des monstres. Grâce à ces précieuses secondes de répit, Akira retrouve un souffle, puis concentre le reste de son énergie dans une ultime attaque. Dans un cri de détermination, il libère un coup d'énergie tranchant, si puissant qu'il balaye les 3 monstres d'un seul mouvement. Le silence retombe aussitôt, seulement troublé par le bruit sourd des créatures s'effondrant au sol. Profitant de la faiblesse d'Arum, Amelia s'approche lentement d'Akira, son lien mental avec le démon s'étant enfin dissipé. Arum, blessé et résigné, baisse la tête en admettant sa défaite. Akira pointe sa lame vers lui, prêt à achever le combat. Mais, en le voyant de près, il hésite. Le visage juvénile d'Arum, si humain dans sa détresse, l'empêche d'asséner le coup final. Ce bref instant d'hésitation suffit pour qu'un cercle de téléportation apparaisse soudain derrière Arum. De ce portail sort Mihiro, un démon de 2e rang, à l'aura écrasante. Le nouveau venu s'avance calmement, adresse un sourire presque moqueur à Akira et le salue poliment, comme s'ils se connaissaient déjà. Akira, haletant, le fixe avec méfiance, se demandant s'il a eu raison ou tort de laisser Arum en vie.